d'être fidèles sur i24 News, c'est le morning et on commence tout de suite avec la revue de presse du Moyen-Orient. Nous est présenté ce matin par Yael Bornstein. Bonjour Yael, merci d'être avec nous. Alors ce qui fait parler la presse de toute la région ce matin, c'est bien évidemment l'annonce du jour. Chacun y va de son interprétation. L'annonce de la venue de John Kerry d'une part et le mystère qui entoure la libération ou pas de Jonathan Pollard. Exactement Nathalie, c'est toute la presse israélienne, internationale et en tout cas la presse du Moyen-Orient qui s'y met. Tous les grands quotidiens, même si la Maison-Blanche se dédouane aujourd'hui et ne s'avance nulle part quant à la libération de Pollard, il n'en reste pas moins que nous sommes plus proches que jamais de voir l'ancien espion israélien sortir de prison. Et je vous propose de commencer tout de suite avec cette caricature prise dans le quotidien de gauche à Haaretz. Vous pouvez voir Jonathan Pollard assis dans sa cage d'oiseau et John Kerry prêt avec la clé de sa liberté, mais à une seule condition. Pas de festivités autour de la tombe de Goldstein. Baruch Goldstein, qui, je vous le rappelle, avait en 1994 tué des musulmans dans une mosquée de Hébron, avant de mettre fin à ses jours. Le journal de gauche associe donc ouvertement Jonathan Pollard avec des idées d'extrême droite. Et une autre caricature qui résume, à mon humble avis, parfaitement la situation et que nous avons trouvée dans le quotidien gratuit pro-gouvernemental Israël Hayom. Vous pouvez voir distinctement Abou Mazen et Benjamin Netanyahou dans un canot de sauvetage appelé processus de paix qui n'en finit pas de couler. Et le secrétaire d'État américain John Kerry qui propose cette solution miracle, l'autocollant qui empêchera le bateau de couler, celui de Jonathan Pollard. Et nous le disions il y a quelques instants, Jonathan Pollard est sûrement sur le point de faire partie d'un accord global ayant pour but de ne pas faire imploser les négociations moribonde entre Israéliens et Palestiniens. Mais il n'est pas le seul élément de cette équation à plusieurs inconnus. Vous voyez le quotidien à grand tirage, Yediot Aharonot, le titre de cette double page. Que la route est longue, même si un brouillon d'accord permettrait à Jonathan Pollard de passer le soir de la fête de Pâques juive entouré de sa famille, l'entrevue Abou Mazen et John Kerry a été annulée. Et la droite israélienne menace de quitter les rangs du gouvernement si les terroristes palestiniens sont libérés. Et c'est donc dans cet état d'esprit que Netanyahou a d'ores et déjà entamé une série de rendez-vous auprès des membres de sa coalition pour les inciter à ne pas s'opposer à la suite des pourparlers. C'est ce que nous rapporte Maariv, le quotidien centriste. Le Likoud sera on ne peut plus mitigé dans sa réaction. Les prisonniers qui sont en passe d'être relaxés sont composés donc des 26 dont on a parlé jusqu'à maintenant. Je vous rappelle que 14 d'entre eux sont des Arabes israéliens. Ces 26-là et donc encore 400 autres, dont d'autres Arabes israéliens, des mineurs et des femmes. Et bien évidemment, on parle aussi du freinage des constructions en Judée-Samarie. Et cette information occupe aussi l'agence de presse palestinienne Ma'an. Le Hamas aurait sommé le chef de l'autorité palestinienne. Je cite, « Il faut mettre un point final à ce travestisme ». Le porte-parole du Hamas, Sami Abou Zohri, a précisé que l'extension de ces pourparlers mettrait une fin certaine à l'authenticité de la cause palestinienne. Bref, tous ces éléments extrêmement significatifs qui restent ce matin encore avec un point d'interrogation, Nathalie. Point d'interrogation aussi ce matin sur le sort d'Ehud Olmert. On en parle beaucoup de ce qui va se passer avec le procès de l'ancien Premier ministre israélien. Ça ne se termine absolument pas, cette saga continue et je vous propose de regarder ce que Yediot Aharonot nous rapporte. Le combat pour la sentence, voici le titre de l'article qui y est consacré. Alors qu'Ehud Olmert et ses avocats tentent de réduire la peine de prison ferme au maximum, le parquet, lui, a l'intention de le condamné à une peine maximale de prison. Son ancienne assistante et dénonciatrice Shula Zaken est quant à elle encore interrogée. Le 28 avril, voici la date à partir de laquelle commenceront les délibérations à ce sujet. Saga à suivre. À suivre donc, notamment sur l'antenne d'i24 News. Allez, on va s'envoler à présent pour l'Égypte où Abdel Fattah al-Sisi, le désormais maréchal, est en pleine campagne électorale. C'est ça. Alors, le quotidien El Aram, le quotidien égyptien, nous montre clairement que le candidat présidentiel essaye par tous les moyens de montrer une image sportive, en survêtement de sport, de marque, en vélo avec ses gardes du corps au Caire. Il essaie de faire monter sa cote de popularité auprès des Égyptiens. Mission encore tout à fait possible, même si elle est déjà très élevée, mais ce n'est pas l'avis de tous. Regardez la nouvelle du quotidien libanais en français, L'Orient le jour, le chef des frères musulmans voit en Sisi un tyran. Et oui, pas moins que cela, le guide suprême des frères musulmans âgé de 70 ans, est poursuivi pour les violences qui avaient éclaté dans la région de Minya après la dispersion des campements pro-morsiers en août au Caire.
Abdel Fattah al-Sisi qui veut donc être un président normal, si je comprends bien. On termine avec une nouveauté israélienne, une fois n'est pas coutume, dans le domaine de l'agriculture. Oui, c'est ça. Après des années après la découverte de la tomate cerise, c'est maintenant au tour des concombres. Et c'est de nouveau le quotidien Yediot Aharonot qui nous rapporte cette nouvelle. Les concombres en forme d'étoile et en forme de cœur. Ce sont des agriculteurs du Moshav de En Yahav, dans la région de la Harava. On essaie. Ils ont fait cette découverte dont le secret de fabrication est jalousement gardé. Alors le chemin jusqu'à notre supermarché est encore loin, mais ça résoudra peut-être certains problèmes de parents dont les enfants ne veulent pas encore manger de fruits et légumes. Voilà une découverte israélienne plutôt sympathique. Et voilà, merci beaucoup Yael merci, pour Nathalie. cette revue de presse du Moyen-Orient. Mercredi 2 avril, tout de suite un rapide rappel des titres. Les négociations entre Israéliens et Palestiniens sont-elles au bord de l'implosion ou traversent-elles juste une crise de plus? John Kerry a annulé sa venue dans la région aujourd'hui. Le secrétaire d'État américain qui met en garde. Aucun accord n'a pour l'heure été conclu. Les discussions continuent. Dans le même temps, Mahmoud Abbas a fait une demande d'adhésion à 15 instances internationales, à commencer par la 4e Convention de Genève sur la protection des civils. Une décision qui aurait suivi la publication d'un nouvel appel d'offres de logement par Israël en Cisjordanie. Quant au cas de Jonathan Pollard, il pourrait devenir un pion majeur dans le marchandage qui entoure les efforts de Kerry pour sauver le processus de paix israélo-palestinien. Ça, c'est ce qu'on disait hier. Aujourd'hui, en revanche, le président américain Barack Obama a toutefois fait savoir qu'il ne s'était pas encore décidé sur le sort de l'agent israélo-américain. Son sort est en tout cas sur la table. Les pays de l'OTAN étaient réunis hier à Bruxelles. L'OTAN qui doute du retrait des troupes russes aux abords de la frontière ukrainienne. Une promesse pourtant faite par Moscou. Selon Berlin, les soldats sont encore très nombreux, trop nombreux pour apaiser les tensions. Décision a donc été prise de suspendre la coopération pratique entre l'Alliance Atlantique et la Russie. Dans le même temps, le gouvernement américain a voté l'octroi d'un prêt d'1 milliard de dollars à Kiev et de sanctions contre Moscou. Et puis cette nuit, un fort séisme d'une magnitude de 8,2 suivi d'un tsunami d'une hauteur de 2,11 mètres. Ces dernières heures ont été particulièrement tendues au Chili. Plusieurs régions de la côte Pacifique ont été évacuées et le gouvernement équatorien a émis une alerte en raison du risque de tsunami. Bilan pour l'heure, 5 morts. Il y a quelques instants, Jonathan Pollard est plus que jamais un enjeu dans les négociations entre Israéliens et Palestiniens. Retour sur l'affaire et portrait de cet homme devenu monnaie d'échange. Un portrait signé Betsabé Salem. Ancien analyste de la marine militaire, Jonathan Pollard n'a pas vraiment le profil type de l'espion ni de l'agent du Mossad. Plutôt rondouillard, barbu et âgé de 60 ans cette année, c'est aussi un homme décrit comme très intelligent, éduqué et doté d'une mémoire colossale. Incarcéré depuis 30 ans, il purge néanmoins une peine de prison à perpétuité aux États-Unis pour des faits d'espionnage au profit d'Israël. C'est en 1984 que tout a commencé. En quelques mois, Jonathan Pollard aurait fourni plus de 1000 documents confidentiels, des valises pleines de copies sur les livraisons d'armes à l'ex-URSS, à la Syrie et à d'autres nations arabes, des cartes satellites des arsenaux irakiens, iraniens, usines d'armes chimiques et biologiques comprises. Il aurait même donné des éléments de décryptage sur les activités d'espionnage électronique de la NSA en Israël. Lorsqu'il est démasqué par le FBI, 18 mois après le début de la dite collaboration, il tente de se réfugier dans l'ambassade israélienne de Washington, mais l'accès lui est refusé. L'analyste de la marine sera ainsi arrêté devant l'immeuble diplomatique le 21 novembre 1985. C'est en 1998, 13 ans plus tard, que pour la première fois, le Premier ministre israélien, alors Benjamin Netanyahou, admet que Pollard est un espion opérant pour les services secrets israéliens. Plus d'une décennie donc de tensions entre Jérusalem et Washington sur le dossier Pollard. Et voilà, on va reparler de ce dossier avec notre invité, Daniel Ben-Simon. Bonjour. Merci. Bonjour, comment allez-vous? Sur ce plateau, bien. Ça va ce matin. Il fait beau dehors. Avec ces dernières nouvelles de l'annonce de l'annulation de John Kerry, vous en pensez quoi de tout ça? Ça m'attriste. Je m'attendais à ça. Malheureusement, il n'y a pas assez de volonté chez les deux côtés de s'avancer, d'avancer et d'avancer les négociations. Et ça paraît tellement normal. Ils ne veulent pas bouger, personne ne veut céder, chacun voit son camp derrière lui, ses extrémistes, et chacun fait son calcul politique. Si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais gagner, je vais perdre? Ça veut dire qu'il y a deux chefs qui n'ont pas de vision
régional et ils voient leur intérêt politique que l'intérêt de leur pays. Et c'est triste parce qu'un arrêt des négociations veut dire que tout est possible. Tout est possible et quand il y a des négociations, il y a un contrôle, il y a quelque chose qui garde les deux côtés ensemble. On se parle, on se voit, on essaye d'avancer. Il y a presque une ambiance de famille. Ça, c'est une déchirure. C'est presque. Alors justement, c'était pour éviter cette déchirure que John Kerry avait relancé sur la table des négociations cette potentielle libération de Jonathan Pollard. Il va sortir ou il ne va pas sortir? On ne sait pas exactement. Israël veut Pollard depuis des années. Les Américains ne veulent pas le libérer. Mais à ce point de crise dans les négociations, les Américains ont compris que la carte principale qu'ils ont, c'est Pollard. Pollard, c'est une carte gagnante au sein du public israélien, surtout de la droite. Le problème de Netanyahou, c'est la droite. Il a beaucoup de problèmes, bien sûr, mais il a un problème avec la droite israélienne. Et là, Pollard, c'est une carte qui peut adoucir. C'est pour ça qu'il s'est invité dans ces négociations, Pollard, parce qu'il n'y a a priori aucun rapport entre des négociations dans le conflit israélo-palestinien et puis un espion israélo-américain. Et c'est triste de prendre cette question de Pollard, qui n'a rien à faire avec les négociations des Palestiniens, ni avec les prisonniers palestiniens, et le mettre dans un contexte d'échange avec les prisonniers palestiniens. C'est pas gentil pour Pollard. Après 30 ans en prison, il mérite quelque chose de meilleur, de se libérer comme il faut, d'être reçu, et non pas faire partie d'un calcul politique entre prisonniers. Malheureusement, c'est ça. Netanyahou a dit aux Américains, vous voulez que je bouge? Donnez-moi Pollard. Et Pollard, les Américains ne voulaient pas le relâcher, mais c'est devenu un point critique dans la négociation. Si ça bouge pas, ça s'arrête. Mais concrètement, ça profite à qui, cette libération? De Pollard? Écoutez, de toute façon, il doit être libéré dans un an, pas plus que ça. Ce qui veut dire que ça, mais ça profite au sein de la droite israélienne. C'est devenu un symbole, un héros. Et il est loin d'être un héros. C'est un espion, c'est presque un mercenaire qui a proposé à des pays ses services d'espionnage. Israël a acheté ses services parce qu'il est juif. Mais aujourd'hui, c'est un héros, il est presque en dessous de Harambam. C'est-à-dire c'est devenu un Moshe Rabbeinu et je ne sais pas pourquoi. Donc si je comprends bien ce que vous me dites, c'est que toutes ces histoires de libération de prisonniers, qu'ils soient palestiniens ou ici on le voit israélo-américains, c'est pour satisfaire l'opinion publique, mais pas forcément pour faire avancer un processus de paix. Pas du tout, surtout l'opinion publique de la droite. C'est-à-dire au sein de la droite, s'il y a un vote au gouvernement, la droite votera contre. Pollard, ça change un peu parce que Pollard est devenu une cause célèbre. Pour la droite nationaliste, la droite religieuse, la droite ultra-orthodoxe, c'est incroyable ce phénomène, ce monsieur laïque qui a espionné pour Israël et qui, en 30 ans, est devenu le symbole de la droite, extrême droite religieuse. Alors aujourd'hui, pour essayer d'adoucir cette opposition au sein du gouvernement, Netanyahou veut leur donner la carte de Pollard. Alors il viendra peut-être la semaine prochaine, dans 2 semaines, ou avant Pessah, c'est ça le but, pour essayer si vous voulez, de changer l'esprit de la droite et dire on va donner aux Palestiniens, mais on a reçu Pollard. Alors c'est si vous voulez, c'est une combine entre Israël et les Américains pour adoucir l'opinion publique. Alors justement, donner, faire des concessions, c'était l'état d'esprit manifestement de Benjamin Netanyahou hier dans sa rencontre avec John Kerry. 426 prisonniers libérés éventuellement, ça c'était le chiffre qu'on annonçait hier. Un gel partiel des constructions dans les implantations. Ça c'est pour ce que les Israéliens sont prêts à donner. Côté palestinien, quelles sont les concessions? Les concessions, c'est de continuer à parler. C'est ce que les Palestiniens peuvent donner. Ils ne peuvent pas donner du territoire. Ils ne peuvent pas donner des prisonniers. Ils peuvent presque rien donner, ils n'ont pas. Alors je dirais que les Palestiniens promettent la continuité du processus. Parler, c'est ce qu'Israël veut, c'est ce que les Américains veulent, c'est ce que la communauté internationale, que les Palestiniens... Et cette récente demande d'Abbas d'adhésion à 15 instances internationales... Ça, c'est sérieux. Ça, c'est sérieux. Au cas d'une crise, les Palestiniens déjà déclarent leur indépendance. Totalement détachés du contexte israélien et américain, et ils vont à l'ONU. C'est ce qu'Israël ne voulait pas, parce qu'ils ont une majorité. Mais pourquoi Israël ne le veut pas? Pourquoi Israël craint tant cette demande palestinienne? C'est une excellente question. J'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ce n'est pas logique. C'est pas aussi sérieux que ça. C'est une reconnaissance à l'ONU, dans les instances de l'ONU, les organisations.
il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on ne comprend pas, cette logique, comme la question du caractère juif d'Israël. Tout à coup, c'est venu, depuis 4-5 ans, c'est devenu le sujet principal. Ça n'a jamais été le cas depuis la création de l'État. Alors je dirais qu'il y a des mythes dans les négociations qu'on ne comprend jamais. Les Palestiniens peuvent aller à l'ONU, et je vous dis la vérité, rien ne changera dans l'avenir d'Israël, dans la situation d'Israël, mais c'est devenu un mythe. C'est-à-dire que la reconnaissance, la souveraineté palestinienne, c'est-à-dire qu'on a moins de souveraineté. Alors, c'est surtout... C'est des craintes, c'est des angoisses qui ne sont pas vraiment basées sur quelque chose de sérieux. Mais ça peut aller, rien ne se passera le lendemain, le soleil brillera, Israël continuera, et ça peut continuer. Malheureusement, il y a un point qui dit ne les laissez pas s'approcher de l'ONU, ça leur donne une reconnaissance internationale. On ne veut pas leur donner ça. Merci beaucoup, Merci Daniel beaucoup. Ben-Simon, d'avoir été avec nous ce matin. Restez avec nous. Juste après le journal, on parlera du dossier de la gestion des immigrants africains qui revient à l'ordre du jour en Israël. C'est à suivre dans votre Morning. À tout de suite. Retour sur le plateau du Morning d'i24 News et on parle à présent de la gestion du dossier des immigrants africains qui revient à l'ordre du jour. Alors est-ce que la justice est sur ce délicat dossier trop intrusif ou le gouvernement est-il injuste, trop dur, au-delà des respects élémentaires, du respect élémentaire des droits de l'homme? On tente de faire le point dans ce reportage, dans ce sujet. On en reparle juste après. Un débat houleux s'est tenu ce mardi à la Cour suprême israélienne au cours d'une audience déterminante pour les demandeurs d'asile africains. À l'extérieur du palais de justice, des manifestants des deux camps. D'un côté, les migrants, de l'autre, les Israéliens qui réclament leur expulsion. Cette session spéciale composée de 9 juges s'est tenue à la suite d'une requête déposée par un groupe d'activistes pour la défense des droits de l'homme. Ils protestent contre la nouvelle clause sur la prévention des entrées clandestines qui autorise la détention d'immigrants clandestins pour une période allant jusqu'à 1 an. Pour eux, ces dispositions sont inconciliables avec les principes de la justice. Mais d'après un récent rapport, la situation est assez complexe. Comme le montrent les chiffres, la plupart des migrants sont installés dans le sud de Tel Aviv. Seuls 11% des enfants dans les maternités de Tel Aviv sont nés de travailleurs immigrés. Mais dans le centre médical situé en plein sud de Tel Aviv, près de la centrale de bus, 93% des nouveau-nés sont issus d'immigrés clandestins. Le gouvernement m'a donné un ticket d'autobus vers le sud de Tel Aviv, à la gare routière. Et maintenant, je n'ai nulle part où habiter. En quoi est-ce ma faute? C'est la faute du gouvernement. Les gens devraient se rebeller contre ce gouvernement. Je comprends leur douleur, je comprends, mais ce n'est pas ma faute. Que puis-je faire? À partir du moment où le gouvernement sait qu'il ne veut pas me déporter, il devrait au moins me donner des droits basiques. Dans les quartiers à forte population clandestine, les agressions sexuelles seraient 3,5 fois plus courantes qu'ailleurs. De la même façon, les crimes avec violence sont plus de 2 fois plus fréquents et les vols 6 fois plus fréquents dans ces quartiers. L'État défend cette loi, soutenant que la situation aurait évolué ces derniers mois. 3000 immigrants clandestins auraient en effet accepté de quitter le pays de leur plein gré, moyennant finance. L'État a également souligné la chute drastique du nombre d'entrées en Israël depuis la fin de la construction de la barrière longeant la frontière égyptienne. Voilà donc une situation bien complexe en ce moment même en débat donc à la Cour suprême. On va reprendre, Daniel, certains exemples. La Grèce, j'ai les rapports sous les yeux, les migrants malades de leurs conditions de rétention, les conditions d'hygiène indignes, la surpopulation. Donc les migrants en Grèce qui ne sont pas bien traités. On a tous l'exemple en tête il y a quelques mois de cela de Lampedusa en Italie. Au total, 23 000 migrants qui meurent en tentant de rejoindre l'Europe. Donc on voit bien que l'Europe a une gestion particulièrement difficile sur ce dossier. Comment ça se passe en Israël? Et même en Israël, il y a un côté tragique à cette question des milliers d'immigrants africains qui essaient de rentrer. Et Israël n'est pas un pays comme les autres. C'est un pays qui est surtout
pour des juifs. Il y a un droit de retour pour ceux qui sont nés juifs. Alors qu'est-ce qu'on fait avec les non-juifs? Pas seulement les immigrants africains, mais quelqu'un du Venezuela qui veut habiter en Israël, il y a un problème. Il n'y a pas de loi d'immigration. On ne sait pas exactement qui a le droit de rentrer en Israël et de vivre en Israël, mais s'il est juif, bien sûr que c'est naturel. Alors ces immigrants qui viennent d'une façon clandestine posent un problème aussi sur l'identité d'Israël. Aujourd'hui, il y a quelques milliers, il y aura des dizaines de milliers, il y aura des centaines de milliers, et il y a la question de la démographie. Ça inquiète beaucoup l'État. Qu'est-ce qui va se passer au cas où on ouvre les portes et on laisse entrer? Pour des raisons humanitaires. Les autres vont copier ce modèle et on va être envahi par des centaines de milliers, peut-être des millions. Ça, c'est une crainte qui est très concrète au sein de la population, surtout qui pose sur le caractère de ce pays. On essaie de maintenir le caractère juif de ce pays à tout prix. Et la question des Africains met un point d'interrogation sur cette identité juive. Alors est-ce que justement ce qui est débattu en ce moment même à la Cour suprême israélienne, c'est-à-dire la possibilité de rétention sans jugement pendant 1 an de ces migrants, est-ce que c'est une solution entre deux, une juste mesure selon vous? La Cour suprême ne sait pas quoi faire. Elle demande à l'État, donnez-nous une solution. Et on pense que 3 ans c'est trop. On pense que 2 ans c'est trop, on pense qu'1 an c'est trop. Quelqu'un qui veut rentrer, qui veut vivre, qui veut changer sa vie, pourquoi doit-il passer 1 an en prison? D'un autre côté, ils viennent au sud de Tel Aviv. Ils changent toute la fabrique sud de Tel Aviv, des quartiers pauvres de Tel Aviv. Ils envahissent les rues de ces gens. Et ça pose un problème entre les gens qui habitent là-bas, les Israéliens pauvres qui habitent là-bas, et les nouveaux, et les immigrants africains. La Cour suprême n'a pas de réponse. Elle demande à l'État, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Pour le moment, l'État dit, s'ils arrivent, on les garde pour 1 an en prison. Est-ce que c'est nécessaire? Pourquoi pas 1 mois? Pourquoi pas 2 mois? Pourquoi 1 an sans droit? Alors, il y a les droits civils d'un côté et l'intérêt de l'État. L'État justement pris entre deux feux, puisqu'il veut d'un côté trouver l'équilibre pour sa population, pour ses civils, et d'un autre côté l'équilibre pour ses intérêts gouvernementaux. Est-ce que c'est trouvé selon vous cet équilibre? Non, pas encore. Pas encore. On cherche la formule. Il faut la trouver. Moi, je ne suis pas un responsable de l'État. Je n'ai pas d'intérêt personnel dans ça. Mais ça me pose un problème en tant qu'Israélien, en tant qu'un être humain. Je ne peux pas voir ces images des gens qui sont entassés dans des prisons, qui n'ont rien fait de criminel, qui veulent changer leur vie, qui veulent s'échapper de ces goulags en Afrique. Et pourquoi ils doivent rentrer en prison? Alors, il faut trouver le moyen. Un État doit se protéger aussi. Ses intérêts de l'État et du côté de l'intérêt de ces gens-là. Alors, la Cour suprême est là, avant de trancher, demande à l'État, aidez-nous à trouver une solution qui est pour l'État, qui est bien pour l'État, aussi pour ces gens-là, quelque chose qui est humain. Vous parliez tout à l'heure du caractère juif de l'État d'Israël, le fait qu'Israël ne soit pas un pays comme les autres sur cette question notamment. Il est un pays comme les autres dans le sens où il se pose une question sur sa politique d'immigration. Est-ce qu'on peut envisager une relation, une coordination avec l'Europe sur cette question? L'Europe qui n'a toujours pas trouvé non plus de oui, c'est un problème et toute la politique européenne est en train de se bouleverser suite à la question. Il y a eu des élections en France dernièrement. La question de l'immigration devient question clé dans l'identité de l'Europe. Ici, chez nous, je suis venu en Israël en 1970, j'avais 16 ans, personne ne m'a dit vous êtes où. Dès que j'étais juif, on m'a donné une carte, je suis devenu automatiquement israélien. Ces gens-là ne sont pas juifs, quoi faire avec eux? Il n'y a pas de loi qui donne exactement la réponse qui peut vivre en Israël. Est-ce que vous avez quelqu'un, si vous êtes avec un monsieur qui n'est pas juif, comment ça va s'arranger? Tout ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui essaye de trouver une solution. Pour ces Africains, pour le moment, nous sommes au point de trouver une solution qui peut servir ces gens et l'État aussi. On est là à ce point-là. Et qui pourrait peut-être agir comme un précédent. Merci beaucoup. Merci. Daniel Ben-Simon d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Mercredi 2 avril, tout de suite un rapide rappel des titres. Les négociations entre Israéliens et Palestiniens sont-elles au bord de l'implosion ou traversent-elles juste une crise de plus? John Kerry a annulé sa venue dans la région aujourd'hui. Le secrétaire d'État américain qui met en garde, aucun accord n'a été conclu pour l'heure. Les discussions continuent. Dans le même temps, Mahmoud Abbas a fait une demande d'adhésion à 15 organisations et traités internationaux, à commencer par la 4e Convention de Genève sur la protection des civils, une décision qui aurait suivi la publication d'un nouvel appel d'offres de logement par Israël en Cisjordanie.
Quant au cas de Jonathan Pollard, il pourrait devenir un pion majeur dans le marchandage qui entoure les efforts de John Kerry pour sauver le processus de paix israélo-palestinien. Ça, c'est ce qu'on disait hier. Aujourd'hui, en revanche, le président américain Barack Obama a toutefois fait savoir qu'il ne s'était pas encore décidé sur le sort de l'argent israélo-américain. Son sort est en tout cas sur la table. Les pays de l'OTAN étaient réunis à Bruxelles hier. L'OTAN qui doute du retrait de troupes russes aux abords de la frontière ukrainienne, une promesse pourtant faite par Moscou. Selon Berlin, les soldats sont encore très nombreux, trop nombreux pour apaiser les tensions. Décision a donc été prise de suspendre la coopération pratique entre l'Alliance Atlantique et la Russie. Et dans le même temps, le gouvernement américain a voté l'octroi d'un prêt d'1 milliard de dollars à Kiev et de sanctions contre Moscou. Un fort séisme d'une magnitude de 8,2 suivi d'un tsunami d'une hauteur de 2,11 mètres. Ces dernières heures ont été particulièrement tendues au Chili. Plusieurs régions de la côte pacifique ont été évacuées et le gouvernement équatorien a émis une alerte en raison du risque de tsunami. Bilan pour l'heure, 5 morts. Voilà, on va parler avec Betsabé et Salem de l'Algérie. Bonjour. Bonjour. Betsabé, un chœur de 60 personnes à la gloire de Bouteflika. C'est la chanson qui a été publiée sur le site YouTube pour soutenir le candidat à la présidentielle. Et vous venez donc nous parler ce matin de la façon dont Abdelaziz Bouteflika brigue son 4e mandat. Oui, alors un 4e mandat qui est bien sûr du coup difficile à avaler pour beaucoup en Algérie comme au dehors de ses frontières, comme en France par exemple, où des manifestations ont été organisées, comme celle que vous voyez sur ces images, lorsque le président algérien a déclaré qu'il se représentait, c'était début mars dernier, et qu'il se représentait donc une fois de plus. Alors à Alger, pour convaincre, eh bien Nathalie, on y met les moyens, et alors rien de tel qu'un bon refrain en chœur pour sensibiliser, un peu comme une chanson qui avait été écrite, c'était en 1985, pour lutter contre la faim en Éthiopie. Une chanson à but caritatif qui avait été écrite par Michael Jackson et Lionel Richie. Ça vous dit quelque chose? Oui, je l'ai dans la tête depuis ce matin, depuis qu'on en parle. We Are the World, donc. À l'époque, la recette avait marché et la recette marche toujours aujourd'hui. La preuve, eh bien, Bouteflika l'a reprise lui-même. Il y a mis quelques célèbres qui, justement, en France, sont aussi connus et accessoirement appréciés. On y voit donc notamment les chanteurs Cheb Khaled, Ken Zafar, l'humoriste Smaïn ou encore l'ancien boxeur Farid Kider qui font notamment partie de la troupe. Alors ça vous donne envie, Nathalie? Ah oui, clairement. Allez, on regarde, ça s'appelle Notre serment pour l'Algérie, c'est le titre de la chanson. C'est pas mal, on se laisse porter. Alors, pour ceux qui n'auraient pas tout compris, cette fois-ci, l'objet de la sensibilisation, ce n'est donc pas l'Éthiopie, mais bien l'Algérie, où osons dire le président, donc candidat Bouteflika. Et voilà, donc ça va donner des idées à certains probablement. Peut-être. Alors, tant qu'à faire, donnons tous les tuyaux de la chanson Nathalie, les paroles par exemple. Je cite, « Laissez-moi chanter, laissez-moi être heureux, laissez-moi être fier de mon... » Je m'attendais à ce que vous la fassiez en chanson, vous aussi. Non, ça va être difficile. Je vous laisserai le faire quand vous connaîtrez le refrain. Ah, vous êtes déçus, vous aussi. Non, je suis prêt à le faire, moi. Alors, il faudra qu'on nous repasse la bande pour qu'on ait bien le refrain en tête. Laissez-moi être fier de mon président qui a prêté serment à l'Algérie et qui a tenu la promesse de millions de martyrs. Allez, on décortique, Nathalie, je sais qu'il est tôt, mais quand même, ça vaut la peine. En gros, on les laisse chanter, et donc avec la liberté en extrapolant à peine, si on leur laisse leur président. Je reprends ou ça va? Non, ça va. Laissez-moi mon président, vous me laissez chanter. Ça veut donc dire qu'en leur enlevant leur président, on leur enlèverait aussi leur liberté. C'est pas mal, non? Alors c'est légèrement culotté, à peine exagéré. Apparemment, ça marche. Du coup, les artistes qu'on voit chanter, ils soutiennent tous la candidature de Bouteflika. Alors c'est difficile bien sûr de connaître leurs opinions profondes, d'autant que la question aujourd'hui c'est plutôt ont-ils été payés pour faire ce clip? Alors on a même la réponse pour une partie d'entre eux, car en Algérie, certains des participants ont d'ores et déjà reconnu
avoir touché un cachet pour apparaître dans le clip. Alors, mais tous les artistes, bien sûr, ne reconnaissent pas avoir été payés. Venus de France, certains n'ont même pas entendu la consonance politique, Nathalie, du morceau. Kenza Farah, par exemple, assure qu'elle ignorait la visée politique de cette chanson. Elle était forcément trop concentrée sur le refrain. Et c'est ce qu'elle explique dans le quotidien algérien francophone El Watan. À aucun moment, je ne suis et je ne veux être associée à tout ce qui a à voir avec la politique. C'est ce qu'elle a déclaré. Alors apparemment, l'aspect politique du clip a aussi échappé à l'ancien champion de boxe Farid Kider, le désormais humoriste qui se produit maintenant à Paris régulièrement et catégorique. Alors non seulement il ne savait pas, mais si d'autres ont reçu de l'argent, ce n'est pas son cas. Il a même précisé sur son compte Twitter qu'il n'avait pas besoin de ça. Alors est-ce qu'on doit considérer ça comme une preuve ? Et ben voilà. Daniel Ben-Simon, vous auriez participé à ce genre d'opération ? Est-ce que je peux raconter quelque chose sur Bouteflika ? Allez-y. En 1999, juillet, les funérailles du roi du Maroc, et je suis là-bas avec la délégation israélienne, et je vois Bouteflika en train de tourner dans la cour du Palais Royal. Et je dis à Barak, Ehud Barak qui était Premier ministre, qu'est-ce qu'on fait avec Bouteflika ? Est-ce qu'on lui dit bonjour ? Il n'y a pas de relation entre l'Algérie et Israël. Et Barak, en tant que commando, il m'a dit, viens, on va le voir. Et on arrive, délégation israélienne, arrive le Premier ministre israélien, délégation algérienne, arrive le Premier ministre israélien, et il lui dit, bonjour, monsieur Bouteflika. Bouteflika est en choc, il voit Ehud Barak en face de lui, sans diplomatie, sans préparation, et il part des relations bilatérales, et un petit monsieur qui était en forme en 99 et qui était en choc de cette approche israélienne agressive de dire bonjour à des relations entre deux chefs qui n'ont aucune relation. Et depuis, rien n'a changé. Bouteflika est toujours là. Et je pense que c'est un peu triste pour l'Algérie que ce monsieur qui n'a pas la capacité physique ça fait déjà 20 ans, 30 ans qu'il est là et qui devrait dire merci, au revoir. Non, en tout cas, ça fait bien conclure ce que vous nous disiez tout à l'heure sur la diplomatie. Betsabé, en quelques mots pour conclure, il avait besoin de cette opération de com, Bouteflika ? 77 ans, on l'a dit, il est plus tout jeune, Bouteflika. Il est victime en plus de problèmes de santé récurrents. Il a même dû se rendre à Paris pour se faire opérer. Et surtout, il traîne derrière lui un bilan pas forcément réjouissant en matière de droits de l'homme, bien sûr. Il y a la crise aussi. Et puis, il y a la fraude que notamment le principal candidat à la présidentielle dénonce déjà. Rendez-vous le 21 avril pour le scrutin. Et voilà, rendez-vous est pris. Merci beaucoup Betsabé, merci Daniel, merci à vous deux. Restez avec nous. Sous-entendre qu'on couche avec une marionnette, ça se fait pas à la télévision israélienne, du moins pas avant 22h. Restez avec nous, plus de détails après le journal. Retour sur le plateau du Morning, c'est l'un des grands titres de la journée. Vous le savez, l'OTAN s'est réunie hier à Bruxelles. Les ministres des Affaires étrangères ont évoqué la crise avec la Russie et l'aide à apporter à l'Ukraine. Et la décision est tombée hier soir, suspendre tout exercice commun avec la Russie. Kiev qui se voit donc infliger une punition supplémentaire par Moscou puisqu'une très forte hausse a été enregistrée, une hausse du prix du gaz qu'elle achète à son grand voisin. On fait tout de suite le point avec Daniel Ziri, on en reparle juste après. La Russie se venge. Le pays a amplifié sa pression sur l'Ukraine ce mardi en augmentant le prix du gaz qu'il lui vend de plus d'un tiers. La décision met ainsi fin au rabais accordé à Kiev par le géant russe Gazprom en décembre dernier en échange de son renoncement à un accord avec l'Union européenne. L'Ukraine devra maintenant payer 385 $ les 1000 mètres cubes de gaz, un montant qui risque d'augmenter. La décision intervient au moment où les 28 pays membres de l'OTAN se sont réunis à Bruxelles pour examiner un éventuel renforcement de leur présence en Europe de l'Est. Les 3 ministres des Affaires étrangères du triangle de Weimar ont également participé au sommet. De son côté, l'Ukraine a approuvé ce mardi la tenue de manœuvres conjointes avec l'OTAN en territoire ukrainien, ce qui, selon les représentants du triangle de Weimar, ne signifie pas que le pays adhérera à l'alliance militaire. Pour le moment, nous, gouvernement allemand, n'avons pas d'accord final à ce sujet. Si vous me demandez personnellement, en tant que ministre des Affaires étrangères, je vous répondrai que je peux imaginer une coopération plus étroite au sein du Conseil OTAN-Ukraine. En revanche, je ne vois pas de chemin vers une adhésion à l'OTAN.
Selon les pays membres de l'Alliance, il n'y aurait également toujours pas de signe du retrait annoncé de troupes russes massées ces derniers jours à la frontière avec l'Ukraine. Cette accumulation militaire massive ne peut en aucun cas contribuer à un apaisement de la situation. Du côté russe, le pays affirme qu'il ne présente aucune menace pour son voisin ukrainien et que tout danger auquel l'Ukraine fait face viendrait de la crise politique et économique qui secoue le pays. Voilà donc pour cette suspension des aspects pratiques de la collaboration entre l'OTAN et la Russie. On en parle avec vous, Alexandra Goujon, vous êtes par téléphone. Bonjour, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes professeur en sciences politiques, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine. Alors cette décision, elle est censée exercer une pression supplémentaire sur la Russie. Est-ce que selon vous, ça va marcher ? C'est compliqué, effectivement, la pression, je pense, elle existe et elle vise avant tout à limiter les éventuelles futures actions de la Russie en direction de l'Ukraine. Il faut savoir que depuis le début du processus d'annexion de la Crimée, il y a une attitude relativement agressive de la part de la Russie, avec quand même un début de processus qui a commencé par une occupation militaire. Et ce qui est craint aujourd'hui, à la fois par les Occidentaux et les autorités ukrainiennes, c'est une éventuelle intervention militaire sur le territoire de l'Est et du Sud de l'Ukraine. Donc cette pression, elle existe et elle devrait quand même dissuader progressivement les Russes, en tous les cas, d'intervenir militairement dans l'Est de l'Ukraine. Est-ce qu'elle va fonctionner ? C'est compliqué puisque nous ne connaissons pas en fait les objectifs à moyen ou voire à court terme de la Russie sur l'Ukraine. Voilà, en tout cas, cette décision, elle symbolise la méfiance des puissances occidentales envers la Russie. Concrètement, on reparle de la Crimée. Est-ce qu'une marche en arrière est encore possible pour la Crimée ou est-ce que c'est terminé, elle est définitivement passée dans le giron russe ? Alors, lorsqu'on dit définitivement, il faut être prudent. La Crimée était depuis près de plus de 50 ans dans le territoire de l'Ukraine. Donc, je crois qu'on ne peut pas faire de projection à moyen ou long terme. Par contre, à court terme, il me semble que les puissances occidentales qui ne sont pas intervenues militairement pour protéger l'intégrité territoriale de l'Ukraine vont avoir beaucoup de mal à convaincre la Russie de rétrocéder ce territoire. Il faut voir aussi ce qui va se passer au sein de l'Ukraine elle-même, puisque l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle du 25 mai prochain, soit de l'ancien bord de Yanukovych ou au contraire proche des autorités actuelles, tous les candidats ont fait savoir qu'ils se battraient pour le retour de la Crimée dans l'Ukraine. Alexandra, on reparle un instant de cette annonce de ce matin également. Cette aide américaine, près d'$1 milliard inversé à Kiev, ça vient d'être validé. Est-ce que ça signifie que l'Ukraine va passer d'une dépendance financière à une autre ou que économiquement, finalement, on a peu de chances de voir l'Ukraine sortir la tête de l'eau ? C'est compliqué parce que l'Ukraine, de toute façon, comme tous les autres pays, l'Ukraine ne peut pas être autosuffisante. Son problème principal, c'est la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Cette dépendance qui entraîne des problèmes à la fois en termes de réformes économiques, en termes de réformes politiques. Donc je crois que cette aide, elle va aider l'Ukraine à finalement devenir moins dépendante de la Russie. Par contre, ça oblige l'Ukraine à la fois à faire des réformes structurelles, à diversifier son approvisionnement énergétique et finalement, effectivement, essayer de la rendre plus indépendante, en tous les cas, d'aide financière étrangère. Mais pour cela, il y a des réformes très importantes à mener dans le pays. Une partie d'entre elles ont été engagées et on le sait, ces réformes, qui sont des réformes de politique de rigueur, ne sont pas nécessairement populaires. Et qui reste à venir. Merci Alexandra Goujon pour vos explications ce matin sur notre antenne. Mercredi
mercredi 2 avril, tout de suite un rapide rappel des titres. Les négociations entre Israéliens et Palestiniens sont-elles au bord de l'implosion ou traverse-t-elle juste une crise de plus? John Kerry a annulé sa venue dans la région aujourd'hui. Le secrétaire d'État américain qui met en garde, aucun accord n'a pour l'heure été conclu. Les discussions continuent. Dans le même temps, Mahmoud Abbas fait une demande d'adhésion à 15 organisations et traités internationaux. Quant au cas de Jonathan Pollard, il pourrait devenir un pion majeur dans le marchandage qui entoure les efforts de Kerry pour sauver le processus de paix. Ça, c'est ce qu'on disait hier. Aujourd'hui, en revanche, Barack Obama a fait savoir qu'il ne s'était pas encore décidé sur le sort de l'agent israélo-américain. Les pays de l'OTAN étaient réunis à Bruxelles hier. L'OTAN qui doute du retrait de troupes russes aux abords de la frontière ukrainienne. Une promesse pourtant faite par Moscou. Selon Berlin, les soldats sont encore très nombreux, trop nombreux pour apaiser les tensions. Décision a donc été prise de suspendre la coopération pratique entre l'Alliance Atlantique et la Russie. Dans le même temps, le gouvernement américain vote l'octroi d'un prêt d'1 milliard de dollars à Kiev et de sanctions contre Moscou. Et puis on reparle de ce séisme d'une magnitude de 8,2 suivi d'un tsunami avec des vagues d'une hauteur de 2,11 mètres. Ces dernières heures ont été particulièrement tendues au Chili. Plusieurs régions de la côte pacifique ont été évacuées. Les alertes au tsunami viennent d'être levées. Bilan pour l'heure, 5 morts. Les nuisances sonores, les habitants de Tel Aviv en sont les victimes. On voit ce reportage, on en parle juste après. Le sud de Tel Aviv, un quartier en plein essor. Cela fait quelques années que Yuval Cohen vit dans cet appartement spacieux. L'atout charme, une terrasse de 70 mètres carrés et une vue imprenable sur les toits de Tel Aviv. Mais il y a une ombre au tableau et elle vient tout droit du ciel. Au cours des derniers mois, nous avons commencé à entendre des avions qui passent au-dessus de nous à toute heure de la journée de manière très régulière. Ça nous réveille au milieu de la nuit et on n'arrive pas à dormir ou nous concentrer lorsque nous faisons des choses à la maison. Ces bruits nuisent à notre mode de vie au quotidien et ils nous ont complètement perturbé notre emploi du temps depuis le début du mois. La cause du problème, il y a quelques semaines, Israël a réouvert la piste 12, piste d'atterrissage principale de l'aéroport de Ben Gurion, qui se situe à une vingtaine de kilomètres de Tel Aviv. La majorité des avions arrivant dans le pays passent à présent juste au-dessus des quartiers les plus animés de la ville et à des altitudes qui ne dépassent pas les quelques centaines de mètres. Chez lui, Yuval suit les mouvements de ces avions de très près grâce à un logiciel téléchargé sur son ordinateur. Là, je peux vous dire qu'il y a un avion de British Airways qui est en route. C'est un 373, il ne fait pas le plus de bruit, mais s'il était passé à une heure plus tardive de la nuit, il nous aurait sûrement réveillés. Yuval est loin d'être le seul à souffrir de ce problème. Pour tenter de remédier à la situation, une page Facebook a été créée en guise de pétition. Ils sont plus de 1000 à l'avoir rejoint. Le directeur de l'Institut Fisher de l'aviation, Asaf Agmon, explique que le bruit causé par les atterrissages sur la piste 12 est simplement une question d'habitude. Cette piste numéro 12 avait été fermée pendant plus de 3 ans. C'est pour cela que les habitants du sud de Tel Aviv, qui ont souffert des bruits jusqu'alors, se sont habitués au calme pendant les 3 dernières années. Début mars, la piste a été réouverte et maintenant ceux qui se sont habitués à ce calme sont surpris à nouveau. Selon lui, l'autorité de l'aviation respecte les limites de bruit fixées par le gouvernement. Elle essaie de répartir le bruit équitablement parmi les quartiers affectés. Il faut aussi ne pas oublier qu'un aéroport, ça fait du bruit. Les avions font du bruit. D'un côté, on veut que l'aéroport ne soit pas trop loin pour nous servir lorsqu'on souhaite voyager ou faire venir des touristes en Israël. D'un autre côté, on ne veut pas que cela nous dérange. C'est pour cela qu'il faut trouver un équilibre à ces choses. Un équilibre que les habitants de Tel Aviv ne ressentent pas. Ils espèrent que leur pétition fera assez de bruit pour pouvoir profiter d'un peu de silence. Et voilà, et je voyais que ça vous faisait doucement rire, hein, Johan. Bonjour, Johan Wakim, merci d'être avec nous. Ça vous fait doucement rire cette expression, on s'habitue au bruit? Non, on ne s'habitue pas du tout. Alors pour le coup, la ligne aérienne passe juste au-dessus de chez moi. C'est véritablement un enfer depuis quelques semaines et j'espère ne pas m'habituer ou déménager d'ici là. Et voilà, c'est vraiment compliqué. C'est l'une des solutions. L'autre solution finalement quand il y a du bruit, c'est peut-être de regarder, de trier les publicités qui font le buzz sur le net. Et c'est de ça dont vous allez nous parler ce matin, Johan. Exactement. Alors des publicités qui font le buzz et on commence tout de suite par une première publicité, c'est israélien. Je vous laisse regarder, on en parle juste après. I'm telling you, Barbie, it can't get any better than this. Or could it? Could it? Could it? Could it? Ooh.
What the? Hello. Girl, you really got me now. You got me so I know what I'm doing. Oh yeah, you really got me now. You got me so I know what I'm doing. Oh yeah, you really should know. You got me so I can't sleep at night. You really got me. Alors cette publicité en place depuis quelques jours sur la télévision israélienne vient en fait d'être censurée par le Second Authority for Television and Radio, qui est l'équivalent du CSA israélien et qui a la mainmise sur l'éthique et tout ce qui peut passer ou pas en publicité en Israël. Donc cette publicité pour la marque Woody's ne peut aujourd'hui être diffusée uniquement à partir de 22h, jugée trop sexy, trop sexuellement explicite selon donc cette institution. Quoi qu'on en pense, c'est terminé. Je ne sais pas si vous êtes choqués ou pas. Personnellement, je trouve ça quand même assez gentil parce qu'on voit rien de très puissant. Mais bon, c'est la décision qui a été prise. C'est Raffaelli qui fait son show. C'est Raffaelli qui fait son show. Raffaelli x3. Raffaelli x3. Donc oui, c'est sûr que ça fera vendre. Deuxième publicité, on se dirige cette fois au Danemark. Je vous laisse regarder ce petit film. On en parle juste après. Kan sex redde Danmarks fremtid? Danmark har et problem. Fødselsraten er den laveste i 27 år, og der fødes ikke nok børn til at forsørge den aldrende befolkning. Skiftende regeringer har ikke kunne løse problemet, men der må være en løsning. Voilà, donc là c'est l'introduction de la publicité. Le Danemark nous informe que le taux de natalité est au plus faible depuis 27 ans. Est-ce que vous avez une idée de la solution qui est proposée dans la suite de ce film? J'en sais rien, faire des douches froides, chaudes, se rouler dans la neige, je sais pas ce qu'on fait au Danemark dans ces cas-là. Pas du tout, je vous laisse regarder la fin, on en parle juste après. Pour la première fois. Her er Emma. Hun er dansker, men selvom hun er født og opvokset i Danmark, er hun undfanget i Paris. Lige deroppe på det der hotelværelse. For 30 år siden tog Emmas forældre en lille sviptur. Hvis vægge kunne tale. Men det viser sig, at Emmas historie ikke er så enestående. 10% af alle danske børn er undfanget på en ferie. Voilà, partez en vacances et vous élèverez le taux de natalité au Danemark. Exactement. Alors en fait, cette pub encourage les Danois à partir en vacances, en l'occurrence à Paris, pour faire des bébés. Elle nous informe qu'en 2012, donc, le taux de natalité danois a baissé de 17% par rapport au début des années 2000 et que c'est donc le taux le plus bas depuis 27 ans. Mais il faut quand même savoir que 10% de la population danoise aurait été conçue à l'étranger, en vacances. Donc ce film se base sur ce qu'on appelle un insight existant, donc c'est-à-dire sur un fait, une donnée statistique qui existe. C'est très intéressant, il faut savoir que ces chiffres ne sont bien évidemment pas vérifiables parce que c'est très compliqué de savoir combien de pourcents de bébés sont conçus à l'étranger, combien de pourcentage de la population ça ferait, c'est pas simple. En tout cas, ce film pour la branche danoise de Thomas Cook Voyage surfe donc sur la crise de natalité du pays pour inciter les Danois à partir en vacances. Et voilà, c'est donc très sérieux. Vous nous avez préparé une troisième campagne Une troisième campagne dans un style complètement différent. Je vous laisse regarder ce petit film pour voir de quoi il s'agit. Voilà, vous l'aurez compris, une caméra a été placée sur l'abribus, ajoutant des effets spéciaux. C'est une pub pour Pepsi Cola. Quand les usagers se rendent derrière l'abribus pour voir ce qui se passe en réalité, Pepsi Cola, et ben voilà, ça fonctionne. C'est la pub dans tous ses états. Merci Johan d'avoir été avec nous. Restez sur i24 News, on vous appelle à l'aide dans quelques minutes. Dernière partie de ce morning, merci à vous de nous rejoindre sur i24 News. Avec moi sur ce plateau, je vais commencer par vous, Rudy Saada, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis on a un invité un peu particulier ce matin. J'ai reçu l'interdiction de le présenter par son vrai nom, c'est Dark Vador. Voilà. Voilà. Donc bonjour à vous Dark Vador. On va tout de suite commencer avec des choses un peu plus sérieuses. La revue du web, tout de suite. Donc Rudy qui s'y colle. Rudy, on va commencer avec ces images du séisme et l'alerte au tsunami cette nuit au Chili.
Oui, c'était il y a quelques heures. Un fort séisme d'une magnitude de 8,2 sur l'échelle de Richter a déjà fait 5 morts et entraîné des alertes donc au tsunami au Chili, mais aussi au Pérou, au Honduras et en Équateur. Alors, c'est dans la ville de Iquique, au nord du Chili, où le séisme a été le plus ressenti. Une alerte au tsunami qui s'en est suivie. Et l'on trouve en ce moment même sur Twitter donc les images des évacuations qui se sont déroulées sans problème, prises donc par les internautes. L'alerte au tsunami vient d'être levée, mais on trouve donc certaines scènes de désolation, voilà, pris par un internaute. On va voir la gare de bus de Iquique qui est elle aussi voilà, pleine d'eau, et pour se rendre compte un petit peu de la violence du séisme, regardez cette photo qui a été prise il y a quelques minutes, cette énorme fissure sur le mur d'un bâtiment de Terrapaka qui se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de Iquique, donc du séisme. À noter aussi que 300 détenus se sont enfuis de la prison d'Iquique, et donc des forces armées ont été déployées pour les ramener quelque part à la maison, en tout cas à la prison. Ouais, et comme toujours, Twitter se fait le témoin de ce qu'on a souvent du mal à voir de loin. On va maintenant parler d'une première, un site internet qui boycotte un navigateur pour des raisons idéologiques. Alors on va déjà rappeler ce qu'est un navigateur. Vous l'utilisez tous les jours pour aller sur internet. C'est un logiciel, une sorte d'interface qui permet de naviguer sur le web. Alors les 4 grands du marché sont Internet Explorer de Microsoft, Chrome de Google et Safari de Apple. Et il y a aussi Mozilla Firefox. Alors il semblerait que le nouveau patron de Mozilla, Brendan Eich, ait un problème avec la communauté homosexuelle. Il est en effet opposé à l'égalité des droits pour les couples du même sexe, une position qui ne plaît pas du tout au site de rencontre gratuit OkCupid, qui a décidé d'inciter ses utilisateurs à cliquer sur des liens renvoyant vers d'autres navigateurs comme Chrome, Internet Explorer ou Opera, une manière de protester contre la nomination donc de ce fameux Brendan Eich. Alors quand on essaye de se connecter au site, voilà le message qui apparaît. Le nouveau PDG, alors là donc ça c'est le site, vous avez un message qui dit: le nouveau PDG de Mozilla, voilà, Brendan Eich est un opposant à l'égalité des droits pour les couples homosexuels. Nous préférons donc que nos utilisateurs n'utilisent pas Mozilla pour accéder à OkCupid, notre site. Et Brendan Eich, il a réagi, Firefox en tout cas a essayé de calmer le jeu, de réagir. Oui, il vient d'être nommé, donc en tout cas il a réagi, il a donné une réponse officielle sur son blog personnel, et il dit il se dit triste en fait d'avoir causé la douleur de certaines personnes, et précise évidemment que Firefox est pour tout le monde sans distinction aucune évidemment. Cela dit, il faut signaler que les dommages ne sont pas si catastrophiques, car le lien Firefox est quand même quelque part caché sur la page au cas où on voudrait quand même se rendre sur ce site. Mais en tout cas, c'est une première qu'un site internet décide de boycotter un navigateur. On va parler à présent football avec ce soir un match que tout le monde attend. On parle du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre Chelsea et le PSG. Oui, alors le match c'est ce soir, mais il a déjà commencé depuis plus de 2 jours sur les réseaux sociaux avec une véritable guerre des tweets entre les comptes officiels des deux clubs. Alors c'est le PSG qui a dégainé le premier en disant voilà, salut Chelsea, savez-vous que la plus grosse victoire du PSG à domicile en Ligue des Champions est un 7-2 contre Rosenborg. Alors de l'autre côté, le Chelsea a répondu tout de suite en adressant une autre statistique. Voilà, on les voit, et donc voilà, ça c'est donc le fameux tweet de départ. Chelsea va répondre juste derrière, salut Chelsea. Enfin voilà, après il y a plusieurs réponses entre l'un et l'autre. Ils s'échangent des stats. Chelsea leur répond que si ils battent le PSG ce soir, ça sera leur 7e demi-finale de Ligue des Champions, pour parler d'expérience. Et ça s'est donc poursuivi comme ça, un ping-pong entre infographie, réponse. Ça amuse énormément les internautes. En tout cas, la réponse, elle sera ce soir sur le terrain du Parc des Princes. Et ben voilà, on termine avec la dernière tendance du net. Oui, alors vous êtes maman, ça va vous intéresser. Ça s'appelle le baby sweating. L'idée est simple, c'est de prendre des photos de bébés dans des costumes d'adultes. Alors, mère indigne ou pas, à vous de juger. En tout cas, c'est très drôle. On trouve plein de photos de ce genre sur Instagram avec des petites variantes. Alors, on va commencer avec le bébé, très content de porter le costume de son papa. Si on peut le voir, non, ne le voit pas, il va apparaître d'ici quelques instants à l'écran. Voilà, alors lui, il n'est pas très content, voilà. Ensuite, on a entre l'hipster et l'intello.
avec le nœud papillon qui va... Alors voilà, lui il n'est pas très très content. Ensuite on passe au style nœud papillon avec ce bébé un peu hipster. Toujours dans le nœud papillon, le bébé très classe qui a décidé ce soir de sortir le smoking. Et enfin, le petit rebelle, l'aviateur, tout mignon, le mini Tom Cruise dans Top Gun. Donc voilà, alors je ne sais pas si vous allez vous aventurer à habiller votre bébé comme ça, je crois que je vais la laisser tranquille, elle aura le temps de se déguiser. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Rudy, pour cette revue. Il y a quelqu'un qui est déguisé aussi ici, je ne sais pas qui. Il y a quelqu'un, on en taira le nom en tout cas, Dark Vador. Je te tiens. Voilà. Merci Rudy. Merci. Une devinette à tous les deux, Rudy et Dark Vador. Quel est le rapport entre rap et religion? Et voilà, on va laisser la réponse à ce reportage. Et Sandy Fortis, une initiative intéressante en Pologne et au Chili. Elles viennent de voir le jour et l'objectif, c'est d'attirer les jeunes vers la foi. Il en a le look, il en a la voix, mais Jakub Barczak n'est pas un rappeur ordinaire. Sa vraie fonction? Prêtre catholique dans la ville de Wrocław, en Pologne. Le hip-hop n'est qu'un passe-temps dont il se sert pour attirer les jeunes dans sa communauté. Les jeunes qui se posent des questions n'ont pas toujours le courage de venir nous voir parce que pour eux, les prêtres sont trop sérieux. Avec le hip-hop, c'est plus facile parce qu'on a un intérêt en commun. Rapper pour se rapprocher des jeunes, une idée qu'a également eu un professeur de religion de l'autre côté du globe. Je ne fais pas ça juste pour montrer que je sais improviser. C'est une stratégie méthodologique d'enseignement. Une méthode d'enseignement qui lui est venue un peu par hasard quand un de ses étudiants a découvert qu'il rappait dans les bus pour arrondir ses fins de mois. Il m'a dit « C'est vous qui rappez dans les bus ?» Je lui ai dit « Oui. Et quand est-ce que vous allez rapper pour nous? Si on a le temps et que vous êtes tous sages, je rapperai en classe. » Depuis, Hans Herrera sait parfaitement comment capter l'attention de ses élèves. Comme récompense, il rappe pour qu'on apprenne de façon amusante. On espère toujours qu'il va rapper pendant le cours. On attend toujours ce moment avec impatience. Alors que dans les années 80, un groupe de parents très conservateurs impose le label Parental Advisory Explicit Lyrics sur les chansons dont les paroles étaient jugées trop explicites, le rap étant une cible privilégiée, aujourd'hui le hip-hop se met au service de la religion, un revers que ce groupe puritain était sûrement loin d'imaginer. Voilà, le rap, le hip-hop et puis le rock aussi. Oui, en France, il y a un groupe qui s'appelle Glorious qui marche depuis une bonne dizaine d'années et ils font, enfin voilà, c'est vrai que le rap est une autre forme de chanson, on va dire, pour jeunes et le rock aussi. Et Glorious en France marche et chante des chansons chrétiennes et l'évangile depuis une bonne dizaine d'années, donc c'est pas un phénomène nouveau. On passe à vous. J'ai perturbé le plateau, je m'en doute. Complètement, et puis pas seulement le plateau, il y a toute la rédaction qui s'est massée autour du studio pour voir Dark Vador. Virginie, je les salue. De Dark Vador. Alors, vous êtes venue nous parler, Virginie, de cette campagne internationale, pardon, Dark Vador, pour sauver les décors de Star Wars en Tunisie. Et oui, c'est effectivement ma mission aujourd'hui. Vous qui nous regardez, nous avons besoin de vous. Un hashtag a été spécialement créé pour cette occasion. Rudy, vous devez le savoir puisque j'ai apparemment compris que vous vous occupiez du web. Alors c'est un hashtag Save Mos Espa. Ceci est un appel à rejoindre le côté lumineux de la force de l'ombre ou de la force obscure. Il faut sauver le village d'Anakin Skywalker. La sonnette d'alarme a sonné. C'est très urgent. Ce n'est pas une blague, Nathalie. Ce n'est pas une blague, ne rigolez pas. Le 1er avril, c'était hier. Les décors de Star Wars sont en voie de disparition. Et si rien n'est fait dans les 3 prochains mois, le désert va ensevelir à jamais notre univers et endommager les structures restantes. Alors le temps, avec le temps, voilà, le site a subi de sérieux dégâts. Ils sont parfois irrémédiables. Or sachez-le, ce patrimoine culturel est d'une très haute importance pour l'économie touristique locale. Je parle bien évidemment de la Tunisie, Rudy. Absolument, et il y a même un clip, une version, vous savez, les versions de Happy sur internet, cher Dark Vador, qui ont été nous ne sommes pas tournées. Happy.
Non, justement, vous n'êtes pas happy, je le sais. Et donc, les fans de Star Wars en Tunisie sont allés sur le décor pour tourner un clip et pour montrer en fait que ce décor allait bientôt disparaître et voilà, et sensibiliser. Alors, Dark Vador, qu'est-ce qu'on peut faire ? Écoutez Nathalie, nous avons mis en place une opération sauvetage avec l'aide de l'association CDTOS, Chambre de développement du tourisme oasien et saharien. Notre campagne vise à récolter des fonds pour préserver les structures du village. Vous le voyez sur cette image, on espère récolter près de 300 000 dinars pour déplacer la Barkhane. Alors on aimerait aussi revaloriser le site pour continuer à faire venir les touristes et nos fans. Oui, nos fans, on pense à eux. Alors pour cela, on compte sur le soutien financier des mécènes, Rudy, si ça vous tente, et des entreprises tunisiennes, mais aussi du monde grâce à notre plateforme de crowdfunding. Donc Nathalie, vous pouvez participer aussi à ce projet. Alors au programme, désensablement, déblaiement, mais aussi formation de guides spécialisés, renouvellement de la typologie de l'artisanat in situ, nouvelle dynamique hôtelière et événementielle, parce que oui, en Tunisie, on veut faire la fête. Alors si vous rêviez de faire partie de l'ordre des Jedi, c'est possible Nathalie et c'est possible Rudy. Tout dépend de votre générosité. Vous pouvez devenir des esprits Jedi. Mais pour ça, il faut payer 50 000 dinars, un maître Jedi entre 10 000 et 20 000 dinars, un padawan entre 1 000 et 5 000 dinars, ou encore un initié pour ceux qui mettraient moins de 1 000 dinars. Alors la destruction des planètes et des villes, c'était une chose courante dans notre saga. L'objectif de cette campagne est aujourd'hui de ne pas faire subir la même chose à Mos Espa. Et en Tunisie, les gens se sont mobilisés, Dark Vador. Évidemment, ces décors sont devenus un vrai lieu d'attraction et malgré les événements, ils attirent les touristes. Alors la semaine dernière, grâce à un généreux donateur tunisien, ce n'est pas Rudy, les travaux ont pu commencer avec l'arrivée d'une première pelleteuse. On la voit sur cette image. La marraine de l'opération, Amel Karboul, la ministre du Tourisme, s'est d'ailleurs exprimée à ce sujet sur Twitter. On voit le tweet à l'écran. Rudy, pouvez-vous le lire puisque c'est votre rôle, ce n'est pas le mien. Les bulldozers ont commencé le déblaiement sur le site donc Jamel ce matin. Save, donc là avec le fameux hashtag, une opération citoyenne à soutenir. Et voilà, tout Armel est dit. Kaboul. Vous disiez tout à l'heure, pas happy, mais les Tunisiens, ils ont l'air heureux. Vous pouvez poser la question à Rudy, êtes-vous heureux ? Oui, très. Oui, vous savez, plusieurs événements seront organisés dans les semaines à venir, alors ils sont heureux, on cherche à sensibiliser la population. Alors s'il faut savoir, il y a une conférence de presse au ministère du Tourisme qui aura lieu le 8 avril, si vous avez envie de voyager, Nathalie. Elle présentera l'avancée de la collecte et de la campagne et des travaux, une vente aux enchères d'œuvres d'art et d'objets relatifs au site de notre saga Star Wars, bien évidemment, ainsi qu'un mini-festival qui sera lancé début mai et la mise en place d'un écomusée dans le sud tunisien. Ce n'est pas rien, c'est quand même un projet énorme. Et on sent que vous avez pris les choses bien à cœur, Dark Vador. Alors, puisqu'on parle de vous, vous avez décidé... Non, j'avais envie de dire quelque chose. Oui. Vous avez décidé de faire un peu de promo, Alors oui, j'en profite. Allez, le plateau est à vous. Alors, je vais me faire remarquer aujourd'hui, comme on peut le voir. Vous savez, les gens sont fous de nous. Ils adorent Star Wars. Ils essaient beaucoup de nous ressembler. Alors, ce matin, je vous apporte la preuve avec ce flash mob qui a été fait à New York. Alors, vous savez, Star Wars veut récupérer son décor. Et nous, on est prêts à tout, même à dévoiler tous vos flash mobs. Regardez. Dark Vador, vous avez un coup de cœur musical pour aujourd'hui ?
Ce n'est pas un coup de cœur musical, c'est ma musique, bien évidemment, la marche des empereurs. Et puis j'ai récupéré mes photos d'Instagram, je voulais les montrer puisque c'est un flashback dans les années 70. Et bien alors voilà, on va le regarder. Merci à vous d'avoir accepté de venir sur ce plateau. Merci Rudy, à vous également de nous avoir suivis. Restez sur i24 News à suivre un tout nouveau journal de notre édition. On se quitte tout de suite en musique et en images.